sur cette question. Est le choix de la vie entre mathématiques et philosophie. Vraiment, les civilités, laissons-les pour après, les remerciements et tout, pour dire que je voudrais faire une lecture historiciste de ce thème. Et chemin faisant, quand j'écrivais cette conférence, quand j'ai préparé la conférence, j'ai ajouté le jeune Bergson. Au lieu de Bergson, j'ai dit le jeune Bergson et le choix. Donc, je pars d'un constat qui est celui que Bergson lui-même déclare qu'il était encore, quand il était encore au lycée, il trouvait que la philosophie était quelque chose de très oratoire et de vide. Il aimait donc les mathématiques, et il aimait les sciences et particulièrement les mathématiques, parce que, dit-il, c'était solide. Là, je le cite vraiment. Mais en 1878, l'année où il doit entrer à l'école normale supérieure à 19 ans, le jeune Bergson doit plutôt choisir de faire. Et là, tous ces professeurs du lycée vraiment sont mécontents. Et l'un d'eux, vraiment, c'est écrit, il était au lycée Condorcet, comme ça, on sont des spécialistes. Celui-là dit péremptoire que c'est un acte de folie. Hein, je mets ça entre guillemets. L'erreur aurait pu être mathématicien. Vous ne serez que philosophe. Fin de citation. Donc, moi, voilà une donnée sur laquelle je voudrais réfléchir. Émile, s'il vous plaît. Émile? Oui. Est-ce que vous m'entendez, Émile? Oui. Écoutez, ça coupe beaucoup votre communication. Oui. Peut-être on peut essayer que vous éteignez les vidéos parce que on ne peut pas entendre. Vous commencez, ça coupe et après vous retournez. Vous me comprenez? D'accord. OK? Essayez de faire sans les vidéos, peut-être ça va aller. On peut essayer. D'accord, je coupe ma vidéo, c'est ça? Oui, pour essayer, oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, je disais donc que je suis parti donc d'une déclaration de Bergson qui disait lui-même qu'il aimait plutôt les sciences et particulièrement les mathématiques parce que c'était solide, alors que la philosophie était quelque chose de très oratoire et de vide. On se serait donc attendu à ce que, pour entrer à l'école normale supérieure, vous devez faire des études supérieures. Est-ce que ça va là? Ça va mieux? Oui. Voilà. Pour moi, on se serait donc attendu à ce que, à l'âge de 19 ans, en 1878 précisément, quand il entrait à l'école normale supérieure, qu'il aille faire plutôt lettres normales sciences, mathématiques, plutôt que lettres comme il l'avait choisi de faire. Et donc, un de ses profs s'écrit carrément, quelle erreur! Vous auriez pu être mathématicien, vous ne serez que philosophe. Je dis que cet événement, cette situation de vie, cette tranche de vie du jeune Bergson donne à penser. Elle éclaire l'esprit, elle est un paysage intellectuel et montre en même temps que Bergson et qui remplissait par cette liberté et cette libération la condition suffisante, nécessaire, unique pour créer ce qui sera plus tard et aujourd'hui aussi le bergsonisme, qui est dans la philosophie de la vie, dont les lignes de force de cette philosophie biologique sont l'imprévisibilité, le dynamisme, la nouveauté, la liberté, la créativité, l'optimisme. Il l'a dit, l'optimisme. Alors, si les mathématiques qui plurent à Bergson au lycée demeurent les mêmes aujourd'hui, la philosophie que Bergson, devenu philosophe, adopte n'est pas celle qu'il réputait autrefois au lycée. Alors, je me pose quelques questions. Exactement la même méthode qui venait d'être utilisée par le précédent orateur. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux philosophies chez Bergson? La philosophie qui lui semblait quelque chose de vide et d'oratoire, et la philosophie que Bergson sont en quelque sorte les héritiers, les épigones, etc. Donc, première question que je me pose, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux philosophies? Et la deuxième question, c'est que est-ce que Bergson choisissait
est-ce qu'il choisissait, peut-être sans le savoir, l'orientation vers les lettres, qui est une orientation vers la vie, hein, dans les deux sens qu'indique Frédéric Worms, la vie individuelle et la vie cosmique, n'est-ce pas, la vie qui est le devenir de l'élan vital. Est-ce qu'il ne choisissait pas cette orientation-là pour se donner les moyens de réformer la philosophie oratoire qu'il rébutait, afin que celle-ci puisse prétendre à la même précision et à la même solidité que les sciences qu'il admirait tant. Et les sciences qu'il admirait, c'était évidemment les mathématiques et la biologie. Alors, donc, je dis rapidement, hein, parce qu'on n'est pas sûr de cette connexion qui nous met en relation maintenant. Au bout de ce parcours, il a pu réformer la philosophie. Il a aussi réformé une certaine conception de la science et de ce qui est science. Je le dis à titre d'hypothèse toujours. Alors, l'objet de ce texte est de montrer que le choix de Bergson, le choix de 1878, était a posteriori, maintenant que nous pouvons faire une sorte de lecture rétrograde, un point d'inflexion, les mathématiciens parlent de point d'inflexion, un point d'inflexion pour la philosophie en général, mais aussi un appel fondé sur un potentiel, le potentiel bergsonien, le potentiel du jeune Bergson, confusément cerné à l'époque. Si l'on considère a posteriori, c'est-à-dire aujourd'hui, et puis depuis que Bergson a délivré tous ses textes, ça portait sur la vie du jeune homme surdoué, Henri Bergson, puis sur l'histoire et l'enrichissement de la pensée humaine dans le domaine des sciences. Et surtout, personne n'entend pas du mot science, ce qui éclaire davantage une question appendiciaire. Est-ce que le jeune de 19 ans, est-ce que quand nous sommes à 19 ans, nous autres, est-ce qu'il est déjà le philosophe glorieux qui tira sa révérence à l'âge de 82? Donc, on a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de cette anecdote bergsonienne et de la manière dont il s'est débrouillé pour sortir, n'est-ce pas, son choix d'orientation à l'âge de 19 ans. Alors, notre démarche pour répondre à ces questions par les éléments de contexte pour cerner l'esprit d'un temps intellectuel. Et le deuxième moment de cette articulation, c'est montrer qu'il y a déjà de l'héroïsme dans le choix du jeune homme de 19 ans. Il y avait déjà de l'héroïsme qui s'orientait vers la vie dans un acte libre et productif qu'il portait confusément en lui, c'est-à-dire les germes d'une. Et le troisième moment de cette triple articulation, c'est l'idée que le projet d'une thérapie profonde de la philosophie chez Bergson était aussi dans ce choix-là, mais qu'il ne pouvait pas savoir, pas la réforme de la métaphysique. Et dans la thérapie de la philosophie chez Bergson, j'essaie de montrer à la fin de cette thérapie de la philosophie chez Bergson passe par la réforme de la métaphysique, afin qu'elle ne soit pas en divorce avec la science. Donc, voilà donc les trois articulations. Je vais rapidement dire un mot sur chaque articulation. D'abord, l'esprit d'un temps intellectuel. Je crois que ce que Bergson avait vécu et ce à quoi il était confronté n'est pas encore du passé. Hein. C'est des choses que nous voyons, notamment en Afrique d'où je vous parle. Il y a une sorte de préjugé sur les disciplines. Et dans les familles, nous vivons même des drames à ces questions d'orientation, parce que les jeunes, quand ils finissent au lycée, ont parfois se sentent capables d'aller faire les lettres, même peut-être la poésie ou bien l'art, mais les parents qui sont marqués par ce que nous appelons l'esprit d'un temps intellectuel et qui réside essentiellement dans la hiérarchisation axiologique des disciplines, pensent que les lettres sont secondaires par rapport à la primarité des sciences et qu'il faut orienter forcément les enfants vers les sciences. Donc, Bergson était confronté à cela. Et son anecdote nous montre aussi après ligne, la pensée et la philosophie d'Henri Bergson. C'est comme ça qu'il va donc développer des tendances spiritualistes contre le mécanisme, développer des tendances mystiques contre la mécanique et
opposer les mathématiques qui sont une approche spatialisante des extériorités réciproques qui ne sont pas imbriquées à la philosophie qui est la pensée de toute chose quand elle est bersonienne, philosophie bersonienne, pensée en durée de toute chose, pensée en durée. Et il le dit dans la pensée, le mouvement, et même dans l'énergie spirituelle. Et l'opposition donc de l'espace au temps, temps bien compris chez Bergson comme durée. Donc voilà les éléments que j'aurais pu développer concernant ce premier point. Et le deuxième point serait l'héroïsme du choix de la philosophie ou de la vie. Un acte libre et productif. Bon, nous prononçons entre nous, spécialistes de Bergson, des mots dont nous connaissons toute liberté digne de ce nom, celle qui donc est enracinée dans la durée, dans le moi profond, est un acte libre. Et tout acte libre génère de l'héroïsme. Bergson est déjà héroïque avant la théorie, parce qu'au moment où Bergson pose son acte de choisir les lettres, alors que tout le conditionne à choisir la mathématique et à choisir les sciences, il fait déjà preuve d'héroïsme. Le choix de 1878, qui est une sorte de point vélique à partir duquel on peut relire toute la philosophie de Bergson, toute l'œuvre de Bergson, toute la pensée de Bergson, ce choix-là, à 19 ans, est déjà un héroïsme, c'est-à-dire un acte libre au double plan de l'intérieur et de la société. Parce que justement, l'excellence est définie par le fait que nous sortons du milieu, du côté axiologique, c'est-à-dire vers le haut. C'est ça l'excellence. Sinon, quand nous parlons donc du milieu, on peut être dans le lot et on peut régresser ou bien aller vers l'excellence, c'est-à-dire aller poser un acte excellent, c'est-à-dire héroïque, en sortant du lot et du milieu. Voilà une autre idée que j'aurais pu développer. Henri Bergson n'est pas seulement un théoricien de la liberté. Ce qu'il fait à 19 ans nous montre déjà qu'il est un acteur, un exemplaire. Et vous connaissez la citation sur l'acte libre. Je ne veux pas revenir au texte, n'est-ce pas? Des amis peuvent nous conseiller laisser sur les données immédiates de la conscience. Quand nous devons agir, les amis peuvent nous donner des conseils, les parents nous donnent des conseils. Mais il n'est pas exclu, dit-il, qu'au dernier moment, une révolte se produit et que ce soit nous-mêmes qui renversions toutes les raisons, tous les arguments pour nous pousser à choisir et agissons dans le sens où personne ne nous attend. Nous connaissons ces citations-là, il n'y a pas... J'ai surtout peur que la présentation ne repasse sans que je n'ai terminé, donc je vais laisser les citations, nous pouvons les retrouver. Donc, ce serait dans une autre idée qu'on pourrait exposer. Il n'est pas seulement un théoricien de la liberté. Troisième chose à dire sur ce deuxième point, c'est à son œuvre. Bergson était un penseur engagé. Sa vie traduit même sa pensée. Sa pensée est incarnée dans sa vie. Donc, comme il l'a dit lui-même, n'est-ce pas, dans ses missions aux États-Unis, il faut penser. Il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Et c'est ce qu'il a fait lui-même. Déjà, à très jeune, à 19 ans, il nous montre qu'il est un lieu, c'est-à-dire une poussée de liberté. Et s'il n'avait pas posé cet acte libre, nous réfléchissons comme ça aujourd'hui, s'il n'avait pas il aurait été bon mathématicien peut-être, mais nous n'aurions jamais eu le bergsonisme. Tout se passe chez Bergson, tout commence et finit au lycée. C'est-à-dire au moment où il constate que voilà, la philosophie, je l'aime bien, mais vraiment c'est oratoire. Et puis c'est vide. Est-ce que son choix n'était pas déjà un défi qui se jetait à lui-même de refaire la philosophie, de passer la philosophie en soin, de faire une sorte de soin à la philosophie, de la travailler pour la transformer, pour la réformer, et afin qu'elle puisse aussi être aussi solide que la logique. Et je dis donc que j'affirme que le choix de 1878 était un point d'inflexion pour la philosophie en général, mais aussi un appel fondé sur un potentiel confusément cerné que l'on considère a posteriori s'apporter sur la vie du jeune Turgot et Henri Bergson,
puis sur l'histoire et l'enrichissement de la pensée humaine. Donc, le rêve de la philosophie comme science rigoureuse était déjà chez Bergson. Souci pour la précision, souci. Et non les choses qui doivent, les concepts qu'on préfabrique et qui doivent forcer les choses à y rentrer. Donc voilà tout cela qui, chez Bergson, me fait penser qu'au fond, dans sa citation que j'ai reprise tout à l'heure, il avait un souci, n'est-ce pas, pour la philosophie, pour des soins de la discipline. Bergson de la philosophie, on pourrait parler aussi en ces termes-ci, l'avant et l'après-Bergson de la philosophie, la portée du point d'inflexion. Et Bergson nous a dit, je pourrais recommander à ceux qui ne l'ont pas encore lu, un texte irremplaçable. Et si on avait exécuté le testament de Bergson, à quelques années de sa mort, peut-être qu'on aurait perdu ce texte. Le texte de sa discussion devant la Société française de philosophie, le 2 mai 1901. C'est un texte fondamental, le parallélisme psychophysique et la métaphysique positive. Alors, ce texte-là, qu'on doit avoir lu, d'après moi, absolument relu, le parallélisme psychophysique et la métaphysique positive. Et maintenant, dans le mélange, hein, il peut apparaître à plusieurs endroits, mais je l'ai lu dans Mélange, le livre d'André Robinet, n'est-ce pas, qui a rassemblé les textes d'Henri Bergson, les inédits d'Henri Bergson. Alors, c'est dans ce texte-là que Bergson essaie de montrer exactement, s'il ne fallait lire qu'une citation avant de terminer cette conférence, je reviendrai là-dessus, n'est-ce pas? Donc, le choix de la vie comme choix de sa vie aussi. Donc, le choix de la vie en 1878 chez Bergson se révèle a posteriori, c'est-à-dire après l'expérience, comme le choix de sa vie. De sa vie, parce que c'est elle qui fait de la vie de ce jeune qui était inconnu, c'est un choix d'une puissance qui est telle que, s'il ne l'avait pas fait, je l'ai déjà dit, il ne serait pas prix Nobel, parce qu'il n'a pas été prix Nobel de mathématiques, de toutes les façons, il était prix Nobel de littérature. Il n'aurait pas fait les missions aux États-Unis en 1917 et 1918, envoyées par le gouvernement français, hein, Aristide Briand d'abord et un autre président après, pour travailler auprès de Wilson pour que l'Amérique rentre en guerre aux côtés des Alliés. Bergson n'aurait pas été cet homme-là s'il n'avait pas posé ce choix héroïque, s'il n'était pas héroïque, s'il n'était pas fondamentalement libre, donc capable de poser des actes comme cela. Et l'avant-dernière chose à dire, c'est que cette ambition chez Bergson, c'est aussi celle de réconcilier la science et la métaphysique. Parce que Bergson dit clairement que le divorce de la science et de la métaphysique, le divorce de la science et de la métaphysique est le plus grand mal dont souffre la philosophie, ou bien, il dit bien notre philosophie. Permettez-moi de lire, comme je vois que la connexion. Alors, c'est dans ce texte-là que je viens de citer, c'est-à-dire le parallélisme psychophysique et la métaphysique positive. Et Édouard Leroy, qui était un suiveur de Bergson, un épigone de Bergson, disons même un de ses élèves, discute avec lui d'abord franchement, parce que quand Bergson parle de mystique dans le texte qu'il doit lire en 1901, et après il parlait de la mystique dans les deux sources de la morale et la religion, il y a 25 ans qui séparent l'évolution créatrice des deux sources de la morale et la religion. Mais déjà en 1901, écoutez ce que Bergson a pu dire, c'est quand même curieux. Il parle à Édouard Leroy et dit ceci, je le cite. Vous avez parlé des mystiques. Si on entend par mysticisme, comme on le fait presque toujours aujourd'hui, d'un bout à l'autre, qu'une protestation contre le mysticisme, puisqu'elle se propose de rétablir le pont rompu depuis Kant entre la métaphysique et la science. Ce divorce entre la science et la métaphysique est le plus grand mal dont souffre notre philosophie. Fin de citation. Je recommande vraiment la lecture de ce texte, le parallélisme psychophysique et la métaphysique positive, qui est le texte qui éclaire totalement la pensée, le mouvement, parce qu'il porte sur la méthode de Bergson et comment nous pouvons philosopher désormais après cette réforme qu'il conseille pour la philosophie, afin qu'elle puisse être aussi rigoureuse que la science. Et finalement, la dernière idée, ce que j'aurais pu développer, hein, c'est que la signification de la vie
Alors ça, c'est très important chez personne. Le sens de la vie 2013 sur la vie, le livre est publié chez la Montée en France. Qu'est-ce que Bergson dit à propos de la vie? C'est dans la même phrase, il met la signification de la vie, la métaphysique positive et la science incontestée. Et c'est toujours dans ce texte sur le parallélisme psychophysique et la métaphysique positive, le 2 mai 1901, Bergson déclare, je le cite, « Si cette signification de la vie peut être déterminée empiriquement et complète, une métaphysique positive, c'est-à-dire incontestée, est susceptible d'un progrès rectiligne et indéfini contesté. » Fin de citation. Alors, pour conclure, je voudrais tout simplement dire une dernière chose qui sera développée dans le texte. Ce sont les effets et les échos de cette réforme de la philosophie. Moi, je pense profondément que philosophie en collaboration, penser avec des concepts qui sont taillés à la mesure des choses, comme dit Henri Bergson, a été une profonde réforme de la philosophie. Et cette réforme de la philosophie a impacté, a eu des échos sur la pensée humaine après Bergson, en épistémologie, avec Karl Raimund Popper, là, de Georges Canguilhem, on en parle. Nous avons un travail sur la technique de Georges Canguilhem, Bergson et Georges Canguilhem, sur la philosophie de la santé, sur la connaissance de l'esprit. Bergson nous donne, à partir de cette réforme de la philosophie, les moyens pour l'esprit humain de tenter de connaître au-delà de l'espace et du temps l'effort d'enfermer la théorie de la connaissance humaine. Donc, c'est toute une méthodologie chez Bergson à partir de cette réforme de la philosophie. L'élargissement de l'idée de science. Avec cette réforme de la philosophie, Bergson donne une autre idée de la science. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qui fait la distinction entre la science et la non-science? On trouve les réponses chez Henri Bergson. Et quelle est l'une de ces réponses? C'est tout simplement que rien n'est a priori scientifique. Tout est scientifique, mais a posteriori, parce que tout peut faire l'objet d'une étude scientifique si nous réussissons à construire la méthode pour observer, pour classer, pour ranger et pour philosopher en collaboration. Donc voilà la réforme que Bergson apporte. On la retrouve aussi dans la complexité chez Edgar Morin, on la retrouve dans la théorie de la responsabilité de Hans Jonas, on la retrouve chez Deleuze, chez Yankelevitch, chez Simondon. Donc, franchement, Bergson a peut-être créé une école philosophique. Je crois que notre organisation, que nous appelons Global Bergsonism Research Project, peut, n'est-ce pas, densifier ce travail et constituer cette école que le bergsonisme mérite, dont le bergsonisme mérite de porter le nom. Merci beaucoup, je suis très content d'avoir pu faire cette communication parce que la connexion m'a un peu inquiété. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis resté dans le temps, mais je l'ai fait vraiment au pas de course. Merci. Merci beaucoup à vous, Émile. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un, il y a des questions? Et malheureusement, on n'a pas pu tout entendre. Même sans les vidéos, il y a eu des moments de coupure. Oui. Oui. Oui, mais même en audio. Mais je dirais tout simplement, sur la fin de la communication, que ce qu'on vit maintenant, ce qu'on voit vraiment maintenant, c'est une récupération de ces ouvertures que Bergson a laissées pour la philosophie. Elles se sont cachées un peu à la moitié du XXe siècle. Et là, vraiment, on voit ces échos dans le sens que vous avez parlé juste à la fin de votre communication. Là, je suis d'accord. Mais bon, c'est un petit commentaire.
Oui. Il y a encore. Malheureusement, en journée, on a une meilleure communication. Là, à partir d'un certain moment, la connexion revient, mais là, en début de soirée, comme ça, c'est très compliqué. Ah oui. Mm. Et c'est dommage parce que elle est coupée plusieurs moments et c'est difficile, né? E ta conférence, ta communication, c'était sur un thème très intéressant, né? Et il y a quelque chose on peut penser beaucoup sur beaucoup de choses que vous avez parlé, surtout la différence entre sciences humaines, né? Et les mathématiques, né? L'autre, la physique, né? Par exemple, né? Il y a toujours une discussion sur ça. Bergson a fait une parole sur les études classiques, la philosophie, le bon sens et les études classiques. Le classique, oui. La philosophie, C'est très intéressant. Parce que c'est sur la formation de l'étudiant. Oui. Je pense que c'est sur ça que Déborah a parlé, quelque chose qu'on commence à discuter aujourd'hui. Et c'est un problème qu'on peut penser à la technique. La communication antérieure, c'était sur ça. Et j'ai pensé maintenant sur... Parce qu'on a une éducation très vers une technique. Et quelquefois, on oublie la science humaine. Et c'est intéressant parce que Bergson a fait les trajets, le contraire. Et je me rappelais du début de la pensée et le mouvement, quand il dit que ce qui a plus manqué à la philosophie, c'est la précision. Je pense que c'est beaucoup à voir avec, vous avez parlé de faire de la philosophie une science. Je ne sais pas penser beaucoup de choses maintenant, mais ça me fait penser. Ta communication, votre communication m'a fait penser sur ce thème-là. Bon. C'est un commentaire. Je crois que nous aurons l'occasion de faire connaître le texte. Il faut le mettre en forme et puis le donner aux organisateurs. J'insiste beaucoup sur la connaissance de ce texte de 1901 devant la Société française de philosophie. Oui, c'est très intéressant. Le parallélisme psychophysique. Psychophysique et la métaphysique positive. Très important. Ouais, il est vraiment complémentaire de la pensée le mouvant. Et si on avait exécuté à la lettre le testament de Bergson, peut-être que ce texte-là aussi aurait été perdu. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule archive sonore de toutes les conférences de Bergson et qui est d'ailleurs une archive qui était un essai de voix à la radio, qui n'était même pas une archive en tant que telle. Donc, certains avaient vraiment pris l'idée de son testament à la lettre et l'ont exécuté. Peut-être ont détruit une bonne partie de ses manuscrits, de ses audios. Oui. Voilà. Ce que Jean-Louis Viard-Baron appelle les mains pieuses. C'est bon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. OK. Donc, je voudrais remercier beaucoup toutes les trois conférencistes, les trois personnes qui ont présenté les textes, et Silene pour avoir fait la coordination. On doit faire une pause maintenant parce qu'après, on aura la conférence de Lane Loylot.